Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et il est rare ce genre d'épisode. Aujourd'hui, on ne parle que d'oiseaux que l'on peut voir en France. Oh là là. Non. Non. Exceptionnel là. Alors oui, bon, je t'ai dit qu'on parlait du chardonneret, effectivement, mais c'est pas le chardonneret élégant. C'est le chardonneret mineur. Aïe. Quelle erreur. Ça aurait pu. Et tu sais quoi Sophie Hmm. Mon étude va pas se dérouler en France. Donc, Ça comme tombe quoi, on va mienne non parler plus. de la maison charbonnière et de l'épervier d'Europe. Mais on en parlera en République tchèque. Voilà. Pour faire simple, tant qu'à faire. Donc, Allez. incroyable début d'épisode. Hein. N'est-ce C'est Il en fallait un, Écoute, il en fallait un, voilà, c'est fait. en espérant que ça ne cause pas un pic de déception chez les auditeurs et les auditrices. Ah mais Donc, s'il y y a a pas de raison. besoin qu'on revienne sur le chardonneret élégant, mais c'est pas un souci, hein. Après tout, c'est un oiseau qui est super coloré, super sympa. Moi, c'est quand vous voulez, hein. Pas de problème. Tu vas d'ailleurs du coup nous parler du chardonneret mineur. Tu nous parles de quoi sur le chardonneret mineur, Sophie? Petite évolution, un petit changement d'aire de répartition, mais bon, on en parlera après. Mais avant tout ça, on va découvrir la rétro piou-piou de la semaine. Et cette semaine, je vais te laisser commencer, Sophie, parce que moi tu vas revenir avec moi sur un sujet qui a beaucoup fait parler, sans rapport avec l'ornithologie, mais il me semble assez important d'en parler dans cette rétro, on va le faire. Ce sera à propos d'un loup. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette histoire. On vous en dit plus d'ici quelques instants. Sophie, avant de parler justement de cette grande histoire, qu'est-ce que tu as découvert dans le monde ornithologique lors de cette dernière semaine? Alors, un petit article sur Ornithomédia qui m'avait bien plu, qui nous parle cette fois-ci de l'outarde arabe. Alors, t'en avais parlé, il me semble, dans un ancien épisode. J'ai parlé effectivement de l'outarde Houbara, absolument. Houbara, exactement. Alors, celle-là, elle est en danger critique d'extinction, elle est quasiment éteinte dans la nature, et elle est inféodée normalement à la péninsule arabique, hein, donc elle est devenue très très rare là-bas. La majorité de sa population est concentrée normalement au Sahel, bon, très fort déclin, mais bon, en tout cas, elle est là-bas, un petit peu au Mali, au Niger. Il y en a plus beaucoup ces derniers temps malheureusement, et dans les régions du lac Tchad au nord du Nigeria, plusieurs sous-espèces, etc. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que en Arabie Saoudite, on avait quelques dernières observations qui avaient été faites récemment, et notamment au Yémen, on a quelques observations aussi. Et alors, si les observations d'Arabie Saoudite datent d'il y a plus de 30 ans, au Yémen, en fait, on a un article qui a été publié en décembre 2024 sur une population qui survivrait encore. Et ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Mais elle survivrait pas à cause... pas juste parce qu'il y a des gens qui ont décidé de la protéger ou pas. Non, en fait, elle survivrait à cause de la guerre civile qu'il y a là-bas. Et ouais, parce que normalement, alors on pourrait se dire une guerre civile pour un oiseau c'est quand même pas top, il risquerait de se faire tirer dessus, il va y avoir des problèmes, il va y avoir de la pollution, il va y avoir des perturbations humaines évidemment. En fait oui, mais surtout, ce que ça a perturbé la guerre civile, c'est surtout la chasse de cet oiseau, qui du coup n'est plus chassé pendant la guerre, parce que ils sont occupés à autre chose. Et ça a permis donc à cette petite population de survivre grâce à ça. Que peu de personnes ne s'en occupent. Super pour la guerre civile, je sais pas, mais en tout cas pour l'oiseau. Super pour les oiseaux en tout cas. Pour l'oiseau en tout cas, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, des fois on a des problèmes avec les guerres, mais finalement certaines fois c'est pas si problématique que ça pour certaines espèces, au contraire ce serait peut-être même un bienfait. On y reviendra peut-être un jour, mais il y a une diplomatie aussi de l'oiseau entre différents pays qui sont en guerre des fois. On a eu le décès du pape François il y a quelques jours, le pape François qui faisait partie intégrante d'un programme ayant pour objectif de conserver une chouette présente donc dans la péninsule arabique, toujours. Et c'était un projet mené entre Israéliens et Palestiniens.
Voilà. Ah, d'accord. Donc c'est assez, on a une diplomatie de l'oiseau qui est quand même parfois très très forte. On a aussi des ornithologues australiens qui se rendent, je crois, tous les 4 ou 5 ans. Alors je sais plus si c'est le cas, mais il me semble qu'il y avait un article de 2016 qui en parlait, en Corée du Nord, pour justement observer les oiseaux à la frontière entre Corée du Nord et Corée du Sud, qui est un no man's land, et où justement eh bien, les oiseaux prolifèrent puisqu'ils ne sont pas effectivement gênés par les activités humaines, étant donné que personne, ni du côté de la Corée du Nord, ni du côté de la Corée du Sud, ne doit traverser cette région. Ah oui, ça fait un peu comme si c'était une aire protégée au final. Absolument, absolument. Et en plus, c'est une zone de passage migratoire très importante. Donc on a une diversité d'oiseaux particulièrement étourdissante là-bas. C'est vrai. As-tu une dernière info, Sophie ? Oui, alors une petite information, cette fois-ci on part sur le continent américain. Il y a une étude qui a été faite, là, qui a été publiée tout récemment, en avril 2025. Des chercheurs se sont intéressés à la grippe aviaire, mais à la grippe aviaire sous un angle un peu différent de ce qu'on a déjà vu dans le courrier de la Stern précédemment. Ils sont allés questionner la population américaine, et notamment dans les villes ou dans les endroits plus du côté rural qui pourraient être touchés par le virus de la grippe aviaire, notamment près des élevages, ce genre de choses. Et ils leur ont posé des questions de sécurité en quelque sorte alimentaire et autres vis-à-vis du virus. Donc il y avait tout un petit questionnaire avec je sais plus combien de personnes, mais il y en a quand même pas mal. Tout un petit questionnaire pour ces personnes en leur demandant bon voilà la grippe aviaire, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous pensez que c'est dangereux, est-ce que vous savez que par exemple si vous buvez du lait, le lait stérilisé, c'est quand même plus sécuritaire que le lait frais, par exemple, notamment pour ce virus. Ou tout simplement, est-ce que si on vous dit y a un problème de virus, est-ce que vous allez vous faire vacciner, qu'il y a un vaccin disponible, est-ce que vous irez vous faire vacciner? Alors on pourrait penser qu'après la dernière pandémie, les gens auraient plus tendance à prendre ce genre de choses au sérieux. Il semblerait que non. Mais alors pas du tout. D'accord. Pas du tout, du tout. Déjà, visiblement, il y a quelques petits soucis sur la compréhension de quels aliments sont plus dangereux que d'autres. Donc, par exemple, plus de la moitié ne savait pas que le lait stérilisé, c'était moins dangereux au niveau du développement des bactéries et autres que le lait frais, par exemple. Donc, ça commence à être un problème. Et à peu près 3/4 des gens par contre, comprenaient que faire cuire de la viande, c'était quand même mieux que de la manger pas cuite pour la présence de parasites et d'autres. Enfin, c'est quand même seulement 3/4 des gens. Il y a 1/4 des gens pour lesquels c'était pas clair, visiblement. Et quand on leur pose la question en leur disant voilà, effectivement, il y a des risques de santé publique si jamais vous faites pas ça, est-ce que vous seriez prêt à modifier votre régime alimentaire pour échapper à des problèmes de grippe aviaire? Et plus d'1/4 des gens, quasiment les 2/3, enfin quasiment le tiers, pardon, ont répondu non, on va rien modifier du tout, on va continuer à vivre comme on a toujours fait, et puis c'est tout. Donc il y a clairement, je pense qu'il y a peut-être un problème d'information à ce niveau-là. Les gens n'ont pas l'air très informés sur les histoires de pandémie et de problèmes. Après, où ont été menés ces différents questionnaires, parce que entre Nord et Sud, on a quand même une connaissance, et Est et Ouest aussi, on a une connaissance aux États-Unis plutôt variable justement sur ce genre de sujet. Et je ne serais pas surpris qu'on ait effectivement des résultats, on va dire, tendent vers la méconnaissance dans le sud plutôt que dans le nord. Mais, alors non, ils ont pris des échantillons un peu partout. Par contre, ils se sont concentrés plutôt sur les endroits ruraux. Parce que c'est effectivement les endroits où on va avoir des soucis. Si jamais une pandémie de grippe aviaire se déclare, c'est dans la campagne, ce sera pas dans les villes. Donc voilà, c'est embêtant parce que dernièrement, les Américains ont eu quelques cas très très graves de grippe aviaire qui se sont transmis aux humains et qui en ont résulté par l'hospitalisation et la mort de certaines personnes. Donc de quelques personnes, effectivement. On pourrait penser qu'ils seraient peut-être un peu plus inquiets de ce genre de problème, et visiblement ce n'est pas le cas. De la mort à la résurrection, Sophie, il n'y a qu'un pas. C'est quoi cette histoire de loup
qui a été ressuscité. On parle de désextinction, mais écoute, comment c'est pas ça alors pourquoi pas, après tout. Dracula est-il de retour? Non, c'est quoi cette histoire très étrange qui nous est tombée sur le coin de la figure pas plus tard que la semaine dernière au moment où on enregistre, où d'ailleurs le Time a même, donc grande revue, qui a parlé justement de désextinction. C'était le titre de son dernier numéro. Sophie, la désextinction, est-ce que c'est aussi simple que ça? Bah, c'est impossible déjà pour commencer. Donc non. Voilà. Non, mais c'était clairement un mensonge, hein, cette couverture. Voilà, n'y faites pas gaffe. Vous pouvez lire l'article après, hein, c'est très intéressant parce qu'en fait, ce qui est amusant, c'est comme d'habitude ce qu'on dit de l'article après et ce que l'article lui-même, parce qu'il a été publié donc par ces gens-là, ont publié un article scientifique derrière, hein, dans une revue à comité de lecture, pour expliquer comment ils avaient fait leur truc. Et c'est pas du tout une désextinction, c'est pas du tout ça en fait. Ça marche pas comme ça. Donc la couverture du Time, c'est complètement fausse. Voilà. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Qu'est-ce qu'ont fait ces scientifiques très très rapidement, parce que on est dans le courrier de la Stern, pas dans le courrier des mammifères, mais voilà. Pour non, mais expliquer vrai que ça justement où se sont trompés finalement les personnes du Time lorsqu'ils ont rédigé cet article, et qu'est-ce que ça dit aussi finalement de la politique aux États-Unis, parce que on a tout de suite délisté ce fameux loup éteint. On l'a délisté de cette liste d'animaux éteints pour la remettre justement dans une liste d'animaux existants. Voilà. Bah, on va peut-être commencer par le contenu de l'article en lui-même. Donc ce qui a été publié, ça a été publié par des chercheurs qui n'en sont pas d'ailleurs à leur coup d'essai, parce qu'ils nous avaient précédemment présenté la résurrection du mammouth en nous montrant une souris avec des poils longs. Voilà. Je vous laisse méditer. Non mais... C'est lunaire, pardon. Donc ça vous pose un peu le niveau. Et du coup, okay. pour le... Donc ils ont présenté la résurrection, alors pas de n'importe quel loup, donc c'est le dire wolf. Pas vraiment de traduction en français, mais le loup terrible, le loup... Ouais, le loup terrible, effectivement. Ouais, voilà, c'est peut-être la traduction qu'on peut faire. Et du coup, ils ont présenté la désextinction donc, de cet animal-là, hein, qui n'a plus posé les pattes sur Terre depuis un certain paquet de milliers d'années. Et en nous disant, bah en fait, on a pris des louveteaux, et des embryons notamment, et puis on a un petit peu modifié, on a un petit peu fait joujou avec les gènes, et puis voilà, ça a donné du dire wolf. Et en fait... C'est une recette de cuisine. C'est une recette de cuisine. Mais ils ont utilisé la fameuse méthode de CRISPR-Cas9, tu sais, qui permet de couper l'ADN là où tu veux et de recombiner ce que tu veux. Ça a été l'objet d'un prix Nobel d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Ah oui, mais c'est deux Françaises d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Oui, une Française dans le lot. Une Française dans le lot, une Française. Et du coup, ils ont utilisé cette méthode, hein, qui est très simple d'utilisation, tout est relatif évidemment, mais comparé à ce qu'on sait de la génétique, c'est assez simple. Et du coup, ils ont fait mumuse avec les gènes, ils ont changé 2-3 trucs, et puis ils se sont dit, le dire wolf, ça devait être comme ça à l'époque, on nous a dit qu'il était comme ça plus ou moins, donc on va le faire comme ça, et puis ça doit être ça. Et alors... Attends, mais quoi ? Ah si, bah je te résume le contenu de l'article. Bon, je fais ça gentiment, hein, parce que sinon c'est beaucoup de grosse science. Enfin, grosse science, tout est relatif, encore une fois. Mais comment cet article a pu être accepté ? Oh, bon, c'est facile. Tu publies là où tu veux, t'as tes potes, enfin bref, c'est assez simple. Ouais, c'est vrai. Il est vrai. Pourquoi je pose cette question aussi ? Voilà, tout simplement. Mais en l'occurrence, on aurait pu se dire... C'est comme pour la souris moute, je l'appelle la souris moute parce que voilà, mais c'est comme pour la souris moute, on aurait pu dire pour cette résurrection du dire wolf, ils auraient pu au moins prendre des gènes de dire wolf, parce qu'on a des trucs momifiés de cette bestiole, hein. On a des restes, Oui, ok. Voilà, on a des restes qui auraient pu être utilisés pour récupérer des bouts d'ADN, alors peut-être pas des séquences entières, mais au moins des petits bouts,
pour qu'on puisse après les insérer dans le génome d'un animal. On peut faire ça très bien avec CRISPR-Cas9, justement, rajouter des petits bouts ici et là, ça se fait. Hein. Et ça, ils l'ont pas fait. Ils sont même pas allés chercher l'ADN ancien. Non, pas du tout. Ils ont juste modifié l'ADN des loups. Et puis ils se sont dit, voilà, c'est ça c'est ça. Et là, tu regardes un peu l'article et tu fais, mais attendez... Mais c'est pas du tout un direwolf, du coup, c'est juste un espèce de loup OGM, votre truc. C'est à peu près tout ce que vous avez fait. C'est hilarant. On dirait qu'ils ont pris un éditeur de personnages de jeux vidéo et ils ont fait ok, ça ressemble à ça. C'est bon, la correspondance c'est à peu près correct. Mais complètement. Et en plus, ils sont même pas allés au bout de leur histoire parce qu'ils se sont dit, alors pour la coloration de la peau, on sait que la couleur était pas exactement celle du loup qu'on a actuellement. Donc ils voulaient modifier la coloration de la peau. Sauf que, comme tu le sais, certainement, chez beaucoup d'animaux, et notamment chez les chiens, certaines colorations de la peau et certains problèmes de pigments sont aussi liés à des problèmes de vue. Et notamment la fourrure blanche, c'est pas forcément une bonne idée, surtout quand elle est tout blanc avec les yeux bleus, parce qu'en fait il va avoir des problèmes de pigments dans les yeux qui vont donc l'empêcher de voir correctement, parce que ces pigments ne servent pas juste à colorer la fourrure, c'est aussi des pigments qui vont servir aux cônes et aux bâtonnets qui vont être sur la rétine. Donc en fait, si vous n'avez pas ces pigments dans vos cônes et vos bâtonnets, en l'occurrence c'est surtout dans les cônes, et ben vous n'allez pas pouvoir capter la lumière et voir correctement. Donc vous allez avoir des chiens qui vont être plus ou moins aveugles. Et ça c'est embêtant, donc ils se sont dit on va pas faire la modification de coloration qu'on voulait faire, donc finalement on va faire moins que ce qu'on voulait faire, mais on va dire que ça passe quand même. Voilà. Incroyable, merci pour ce résumé express. Il y a une vidéo de 45 minutes sur la chaîne Entracte Science si le sujet vous intéresse, où je pense Julien va débunker chacun des arguments utilisés par l'étude et peut-être aussi par le Time pour parler de ce loup. C'est à peine croyable de se dire quand même qu'en 2025 on est capable de se retrouver avec des papiers aussi pauvres scientifiquement, quoi. Ouf, tu sais, s'il y avait que... C'est fou, incroyable. Ouais, il ne manquerait plus qu'on découvre que c'est l'administration Trump qui a financé l'étude. Alors c'est pas eux qui ont financé, mais par contre ils ont eu un petit problème, comme tu l'as dit, le loup, on s'est empressé de le délister de la liste des espèces disparues. Mais ça c'est l'administration Trump qui a fait ça. Et tu sais pourquoi ? Vaguement, mais je préfère que tu le reprécises quand même parce que je vais dire des bêtises. Oh non, pas vraiment. Il y a pas de mauvaise réponse, je pense. Mais en l'occurrence, là, le truc, c'est que tu sais à quel point ils sont très intéressés par utiliser certaines ressources naturelles sur leur pays, parce qu'ils sont en train d'ouvrir les réserves naturelles pour aller fouiller, alors que ce soit pour du pétrole, pour du gaz de schiste, pour ce que vous voulez, pour des terres rares, n'importe, mais en tous les cas, les réserves naturelles sur leur pays, là, elles sont en train de se faire... elles sont dans le collimateur, et certaines sont déjà bien entamées, malheureusement. Donc, clairement, l'administration Trump est en train de chercher des endroits pour choper des choses intéressantes, et les réserves naturelles sont souvent des sources de minéraux intéressants et autres. Et l'avantage de dire ah bah tiens, on est capable de déséteindre des espèces, de les faire revenir à la vie comme ça, du coup ils se sont dit ah mais c'est formidable, ça veut dire que s'il y a une espèce qui s'éteint sur notre territoire, de toute façon on pourra la ressusciter, donc on s'en fout. C'est n'importe quoi. Mais tu sais ce que ça veut dire, Sophie ? C'est que peut-être que à la fin de l'année ou l'année prochaine, on aura le retour du pic à bec ivoire. Bah écoute, tu prends un pic normal, tu lui fais un petit peu de modification génétique là, pour qu'il ait le bec hiver. Voilà. Et puis voilà, ça a l'air de fonctionner. Le pic à bec ivoire est de retour. Mais oui, tu leur demandes, là, ils ont l'air très bien partis, demande-leur de faire la même chose que la souris moute, là, tu vas voir. Bon, en tout cas, merci beaucoup Sophie pour ce petit éclaircissement autour du loup. Je voulais quand même qu'on revienne un peu sur ce sujet. On ferme la parenthèse ici, comme je l'ai dit, il y a une vidéo sur Entracte Science de Julien qui dure un peu plus de 45 minutes, je crois, qui reparlera de l'intégralité du sujet si vous êtes intéressé.
Nous, on va parler d'oiseaux, Sophie, maintenant. Parce que c'est un peu oui. pour ça qu'on est là. Je vais parler de mésanges, tiens. Tu veux commencer? Mésanges charbonnières. Ouais, je vais commencer. Tiens. Vas-y. Je vais commencer par vous parler d'une mésange charbonnière. C'est un oiseau que vous connaissez évidemment très très bien. On est en République tchèque, dans le village de Krupa. On est dans un environnement plutôt rural. Et on a soumis des mésanges charbonnières à un test particulier. Un test de reconnaissance face à son prédateur principal, l'épervier d'Europe. Alors, vous allez me dire, mais quel genre de test? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que on a capturé environ 260 oiseaux, ce qui fait beaucoup. Ce sont des captures qui ont été conduites entre 2019 et 2020, octobre 2019 et février 2020. La période est intéressante et importante parce qu'on est en dehors du cadre de la saison de reproduction. Et grosso modo, on a réalisé 55 captures et à chaque fois on a prélevé environ 5 oiseaux. L'objectif, c'était d'avoir un assez grand échantillon. On a eu 172 jeunes de l'année qui ont été capturés sur le secteur, ce qui est plutôt pas mal. 88 adultes et c'était divisé entre 143 mâles et 117 femelles. C'est des informations, on va dire, assez sommaires, mais c'est des informations qui permettent de planter le décor et on a bagué tous les individus qui ont été prélevés dans la nature pour éviter la pseudo-réplication des résultats. Donc grosso modo, avoir un individu qui sert pour 2, 3, voire 4 expérimentations. Alors les oiseaux, par la suite, malheureusement, on a dû les mettre dans une cage. Voilà. Ils ont été donc placés individuellement dans des cages assez petites, le temps de les acclimater, à la capture. Donc généralement, on les a mis entre on va dire 3/4 d'une journée et une journée complète, mais ces oiseaux avaient de la nourriture à foison. L'expérience a été réalisée avec un éclairage naturel et une température similaire à celle que les oiseaux pouvaient rencontrer à l'extérieur. Et puis, le lendemain, on prenait les oiseaux, on les déplaçait dans une plus grande volière et ces oiseaux étaient en face d'un épervier d'Europe. Okay. Alors tu vas me dire, mais attends, le pauvre épervier, la pauvre mésange charbonnière, elle va se faire tuer. Eh bien, le petit twist, c'est qu'il ne s'agit pas d'un vrai oiseau, c'est une reproduction d'un épervier qui a été utilisé. Une reproduction d'épervier et une reproduction de pigeon. Épervier parce que, comme je l'ai dit, c'est le prédateur principal de la mésange, et le pigeon, c'est parce que justement on avait besoin d'un contrôle. Le pigeon a la même taille qu'un épervier, ou du moins ils ont trouvé un oiseau ayant une taille approchant celle de l'épervier. Ils ont pris le pigeon qui était un oiseau qui ne posait pas de problème à la mésange charbonnière. Et donc ces oiseaux, ils ont été mis dans des volières, sauf que j'ai dit qu'il s'agissait d'une reproduction d'épervier. À une exception près, c'est que ces oiseaux sont, on va dire, ressemblants à l'oiseau qu'ils peuvent connaître dans la nature, sauf pour la tête. Et c'est là où l'étude va être intéressante, parce que ils ont pris en gros 5 mannequins, un mannequin d'épervier, un mannequin de pigeon, je l'ai dit, et puis il y a aussi des mannequins modifiés d'épervier. Il y a un mannequin sans yeux ni bec, et il y a 2 mannequins avec des yeux tournés de manière, on va dire, très précise. Le premier mannequin avec des yeux très très proches du bec de l'oiseau. Et un mannequin avec les yeux qui sont grosso modo au-dessus et en dessous du bec de l'oiseau. Et leur objectif, c'était de savoir si la façon dont les yeux de l'oiseau étaient placés, si la face de l'oiseau était différente, renseignait quelque peu sur des comportements différents de la mésange charbonnière. Si cet oiseau était, on va dire, plus calme en présence de tel ou tel individu, ou au contraire beaucoup plus excité, ou en train d'émettre des cris d'alarme, ou de se cacher parce que la volière dans laquelle était l'oiseau est assez grande, il y a de la nourriture, mais il y a aussi des endroits pour que l'oiseau puisse se cacher. Voilà.
Donc une fois qu'ils ont placé l'oiseau, ils ont à identifier les différents comportements, donc comportement calme, comportement excité. On a aussi une inspection des différents mannequins qui ont été utilisés. Donc l'oiseau va grosso modo se déplacer autour du mannequin pour un peu l'identifier. Un comportement où l'oiseau, lui, allait se terrer dans un buisson, donc ils appelaient ça un comportement de refuge, un comportement de vol et un comportement d'alarme. Et donc, par la suite, ils ont détaillé les résultats pour savoir s'il y avait des choses à en tirer de cette étude. Et c'est assez intéressant parce que certains oiseaux, par exemple pour les cris d'alarme, vont davantage émettre justement de cris d'alarme en présence d'oiseaux qui ont les yeux complètement inversés sur l'épervier d'Europe par rapport justement à l'épervier classique. Voilà. On a aussi d'ailleurs une forte réponse lorsqu'on a justement ces yeux qui sont en dessous et au-dessus du bec. Dans l'étude qui est en open access, vous verrez ce que je veux dire par yeux en dessous et au-dessus du bec et yeux qui sont placés de part et d'autre du bec. Lorsqu'on est sur... Ah ouais, c'est particulièrement perturbant. Lorsqu'on est sur un comportement en vol, on a une assez forte réponse dans la plupart des cas, sauf lorsque on a les yeux justement en haut et en bas du bec, où l'oiseau n'a que le corps et la tête qui ont été dévoilés. Parce que oui, je l'ai pas dit, ils font 2 expériences supplémentaires, une où ils ne montrent que la tête de l'oiseau et une autre où ils montrent l'intégralité du corps de l'oiseau. Et donc tout ça, ça nous donne des chiffres plus ou moins intéressants, des figures plus ou moins intéressantes. Par exemple, pour le comportement d'inspection du mannequin, on a une forte inspection qui est réalisée pour le mannequin sans bec ni œil, et pour celui où les yeux sont justement de part et d'autre du bec. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on a des résultats qui sont finalement assez mélangés, assez contradictoires les uns avec les autres, qui vont dépendre finalement des individus, qui vont dépendre, on suppose aussi, de l'expérience des individus, bien que celle-ci n'est pas vraiment quantifiée dans l'étude, mais on a un très très grand nombre de jeunes de la première année qui ont été prélevés dans l'étude. Et puis on a des comportements qui vont faire écho à des choses que l'on voit dans la nature. Par exemple, on sait que certains perroquets gris du Gabon ont plus facilité à reconnaître la forme de l'abdomen d'un animal plutôt que le visage. Voilà, une étude qui avait été réalisée en 2023. D'ailleurs, pour les manchots africains, apparemment, ce serait la même chose, où c'est la partie inférieure du corps qui jouerait ce rôle-là. Et puis on a des comportements qui peuvent être expliqués aussi par le fait que les oiseaux, donc en l'occurrence ici l'épervier, qui est au sommet d'un buisson, les oiseaux ne se sentent pas directement menacés par l'épervier parce que son attaque ne peut pas être aussi immédiate et prendrait plus de temps à se produire que si l'oiseau était dans un environnement totalement ouvert. Voilà. Oui. Mais il y a beaucoup d'astérisques dans cette étude, puisque c'est, on va dire, une toute première analyse. Dans de futures études, l'objectif serait même carrément d'inverser la tête pour savoir si ça a un quelconque effet sur le comportement des différents oiseaux. Donc voilà une étude que j'ai trouvée assez intéressante, assez courte, qui ouvre pas mal de portes sans en enfermer beaucoup, parce que comme je l'ai dit, on a pas mal de variétés, pas mal de variances dans les différents comportements qui sont présentés dans cette étude. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Et puis, comme ça fait référence aux manchots africains que tu connais si bien, Sophie, peut-être auras-tu des choses intéressantes à nous dire sur ça? Bon, pas exactement sur le manchot africain. On avait, je sais pas si tu te souviens qu'on avait parlé d'une étude qui permettait d'identifier les manchots grâce à leurs taches sur le corps. Oui, absolument. Ouais. Donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils se concentrent sur cette partie-là pour essayer de se reconnaître les uns les autres. Mais il n'y a pas énormément de recherches qui ont été faites sur ce sujet-là. Je sais qu'on a utilisé des mannequins de manchots africains pour essayer de les encourager à venir faire leur nid dans des structures qui avaient été faites par l'homme, alors, que ce soit des sortes de tipis ou
des endroits qui ont été faits carrément en béton ou autre chose. On avait mis des manchots là-dedans pour dire venez voir, c'est vachement bien comme nous. Mais mais à part ça, j'avoue qu'on n'a pas trop fait d'autres tests là-dessus. Oui, puis c'est assez intéressant parce que on parlait il y a quelques semaines, quelques mois de corbeaux notamment qui reconnaissaient jusqu'à 16 ans la tête justement d'un méchant ornithologue qui baguait ces oiseaux, oulala. Et en fait, c'est peut-être pas uniquement la tête qui sont en train de retenir ces oiseaux, c'est aussi le corps. Mais je crois qu'il y a des études chez les corvidés qui démontrent effectivement qu'il y a aussi les corps qui sont reconnus et les mouvements des personnes qui sont reconnues ici, quoi. Et il me semblait que les manteaux étaient importants aussi. Les manteaux, les habits étaient importants, la coloration notamment des habits, il me semble. Ouais. Et c'est assez intéressant d'avoir donc ce genre d'études qui on va dire, défriche un petit peu le terrain parce qu'on est sur quelque chose qui n'a jamais été fait et qui n'est pas encore poussé. Hein, comme je vous l'ai dit, on a des études qui ont été davantage poussées sur d'autres animaux, mammifères et même insectes d'après l'étude que j'ai à vous livrer. Mais voilà, l'objectif maintenant, ça va être un petit peu de voir comment les différents résultats vont pouvoir être corroborés en fonction des différentes études et des différents choix qui vont être faits par rapport à cela, quoi. Et des choses intéressantes, c'est que par exemple, les oiseaux étaient capables de reconnaître le prédateur même en l'absence d'éléments faciaux, donc le bec et notamment les yeux. Mais ça nécessite quand même aussi, une présence de caractéristiques clés qui correspondent justement à la taille de l'oiseau ou à la couleur du plumage, ici en l'occurrence pour l'épervier d'Europe. Évidemment. Alors, je suis désolée, hein, mais j'arrive pas à me retirer l'image de la tête des éperviers d'Europe avec les yeux en dessous du bec. Je vais te l'envoyer. Ah mais il faut. Ah bah, je vais te l'envoyer. Faut qu'on mette ça en miniature, c'est pas possible. Film d'horreur. Hop là. Ah mon dieu. C'est bientôt carnaval. Donc, je vous rappelle, auditeurs, auditrices, vous aurez ça dans l'étude. Voilà. Où donc vous aurez l'intégralité des images. Voilà. C'est joli, hein? Oui. Alors c'est assez intéressant parce qu'il parle aussi du fait que comme les oiseaux tournent la tête de temps en temps à 90 degrés pour pouvoir observer, c'est aussi pour ça qu'ils expliquent justement pourquoi ils ont tourné les yeux de l'épervier sur leur mannequin. C'est assez drôle. Très ressemblant, très ressemblant. Je valide. J'aime beaucoup. Super intéressant en tout cas, c'est vraiment bien de... Mais il y a de plus en plus d'études, même sur les pigeons, qui avaient été faites sur la capacité à reconnaître des visages humains, et certains visages humains, ouais, on sait qu'ils reconnaissent... On avait parlé de poules, je crois. De poules aussi. Et puis moi, en fauconnerie, je sais que les rapaces sont tout à fait capables de te reconnaître. Il n'y a aucun problème, ils savent qui tu es. Ils ont déjà travaillé avec toi, ils savent. J'avais un oiseau qui refusait de voler avec certaines personnes, et avec moi, c'est moi qui l'avais affêté, donc c'était pas trop un problème, mais du coup, il refusait de voler avec d'autres personnes, c'était juste moi, et puis c'est tout. Et ça arrive, hein. Ils reconnaissent vraiment les personnes. Hein. Quoi que tu portes d'ailleurs, comme habit. Mais est-ce qu'il serait capable de te reconnaître avec les yeux bizarrement placés J'ai pas testé, écoute, j'ai pas de mannequin de moi, faudra tester. Vous voulez financer la recherche, nous avons des sujets à vous proposer. Voilà. Sophie donc, chardonneret, oui. Mais pas le chardonneret élégant. Non, je suis désolée, celui-là il est pas élégant du tout. Enfin si, il est très mignon quand même, il est très mignon. Mineur. Alors c'est pas celui qui est dans les mines, hein, c'est pas du tout. Donc le chardonneret, ça aurait pu, il aurait pu, mais c'est pas trop son trip. Lui, il habite en Amérique du Nord. Son aire de répartition normale, c'est plus ou moins le
le Mexique en gros, donc Amérique centrale, Amérique du Nord, entre ces eaux-là, et puis un petit peu le sud des US en gros, et puis la côte, le côté de la Californie. Donc c'est dans ces eaux-là, donc il est plutôt au sud-ouest des USA et au Mexique, en gros. Il y a quelques autres aires de répartition, mais c'est pas les plus intéressantes pour l'instant. Donc ça c'est là où il est en grande partie, et donc il remonte un petit peu vers le nord tous les ans pour la période de nidification, et puis après il redescend donc du côté du Mexique. Et alors ce petit oiseau, il a été l'objet d'une étude récemment, enfin je dis récemment parce que c'est une étude qui a quand même été effectuée sur une dizaine d'années, donc ça fait quand même un petit moment qu'elle est en cours cette étude, mais c'est bien parce qu'on peut voir justement ce qui s'est passé et comment ça se passe. Ça, c'est plutôt une bonne étude. Et c'est une étude donc qui est sortie en avril dernier, faite notamment par une université dans l'État de Washington et par le Cornell Lab of Ornithology que tu connais très bien. Qu'on ne présente plus. Exactement. Et donc, elle a été mise en place. Pourquoi ? Parce que une ornithologue qui habitait donc du côté de Washington a commencé à voir arriver dans cet endroit-là, donc ce petit chardonneret mineur, qu'elle ne voyait pas du tout auparavant, et c'était pas du tout normal. Donc elle s'est un peu posé la question, elle s'est dit mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il est là ? C'est pas son aire de répartition habituelle, normalement il est quand même vachement plus au sud. Qu'est-ce qui se passe ? Et donc à partir de là, ils ont commencé à faire toute une petite étude, à interroger la population, leur demander s'ils en avaient déjà vu avant, et puis suivre les oiseaux à la trace, surtout voir un petit peu ce qui se passait. Et alors, donc ils ont commencé il y a une dizaine d'années, et ils ont donc tous ces résultats sur une dizaine d'années. Alors sur une dizaine d'années, la population de ce chardonneret mineur a beaucoup évolué. En 10 ans, on a eu des augmentations assez incroyables sur la présence de ces oiseaux dans les États qui sont un peu plus au nord que la Californie. Notamment dans l'État de Washington, on a eu une augmentation de leur présence d'à peu près 110%. C'est quand même beaucoup. Ouais, ok. Dans l'Idaho, on était à 66%. Dans l'Oregon, à peu près 17%. Et c'est déjà pas si mal. Donc on a quand même une augmentation très nette du nombre d'individus qui se baladent dans ces États-là. Et ils se baladent pas n'importe où, ces individus, ils se baladent principalement autour des rivières. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dans leur aire de répartition habituelle, je t'ai dit, ça habite plutôt du côté du Mexique, et notamment dans des endroits qui sont quand même assez arides, on est sur des zones qui sont très chaudes. Et évidemment, c'est normal pour ces espèces-là, qui sont assez granivores, de se concentrer autour des rivières pour finalement trouver leur nourriture, parce que c'est quand même plus simple de trouver des plantes autour d'une source d'eau qu'au milieu du désert, soyons logiques. Et donc en fait ce qu'ils ont fait, c'est que ces oiseaux-là, ils ont commencé à migrer. Et ils ont commencé à migrer vers le nord, mais pas n'importe comment, en suivant les rivières. Et en suivant les rivières, ils sont évidemment arrivés jusqu'à des agglomérations, et ils sont arrivés à des agglomérations jusqu'à des endroits où il y a plein de gens qui ont commencé à les voir. Parce qu'évidemment les agglomérations, c'est des choses qui se construisent, notamment quand on est des humains et qu'on construit une cité, on a tendance à la construire à côté d'une rivière, source d'eau fraîche, c'est logique. Principe historique, géographique, voilà. C'est ce que vous voulez, archéologique. Exactement, donc c'est ce qui s'est passé, et c'est pour ça qu'on a commencé à voir arriver ces petits oiseaux le long des rivières. Donc la première question de cet article, c'était évidemment comment ? Et ils sont arrivés grâce aux rivières, ils se sont baladés comme ça. Ils sont arrivés en volant, qu'est-ce que... Vous pensez qu'ils ont pris une barque ou quoi ? Non oui, une petite barque, évidemment, ils ont remonté le cours des rivières, non ? Tu fais pas ça, toi ? C'est eux les inventeurs du bateau à vapeur, hein. Tu vois hein. Non mais la petite hélice, tu sais, la petite bateau avec une petite hélice là sur le bout, et puis... Les ailes, ça sert pas mal ça. En tout cas, du coup, ils se baladent pas comme ça, au petit bonheur à la chance, ils suivent les rivières, et ils suivent notamment leur source de nourriture, vu que les rivières, c'est leur source de nourriture, en quelque sorte, vu qu'il y a les plantes qui poussent autour. Alors,
La question aussi, c'était est-ce qu'ils ont peut-être été aidés par les mangeoires qu'on peut trouver en ville, notamment en agglomération. Il y a beaucoup de gens qui mettent des mangeoires dans leur jardin, et comme c'est une espèce qui est assez granivore, peut-être qu'ils auraient pu se nourrir sur les mangeoires. Mais finalement, il semblerait que pas du tout. Peut-être que les premiers oiseaux qui ont migré sur place, ils sont peut-être aidés des mangeoires parce qu'ils connaissaient pas bien le coin. Mais finalement, par la suite, ils utilisent plus vraiment les mangeoires du tout, et ils se concentrent vraiment autour des rivières pour trouver leur nourriture, parce que c'est ce qui fonctionne. Et donc, ils ont commencé à coloniser ces endroits-là, et les populations à ces endroits-là, elles augmentent de plus en plus. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on étudie les populations qui étaient plus bas, donc plus au sud, dans normalement l'aire de répartition habituelle de cette espèce-là, elles commencent à décliner ces populations. Donc en fait, c'est pas juste que l'espèce se répand et qu'elle se débrouille vachement bien, et du coup les individus se reproduisent beaucoup plus et ils sont obligés de trouver de nouveaux territoires, pas du tout. C'est qu'en fait ils sont obligés de partir des territoires où ils étaient précédemment parce que les conditions ne sont certainement plus optimales pour l'espèce en question, et donc ils sont obligés de migrer plus au nord où on va trouver peut-être des environnements qui sont un peu plus accueillants pour eux actuellement. Alors pourquoi ça ? Évidemment, l'une des hypothèses, c'est le changement climatique. On est toujours au même niveau. Si ça commence à être un peu trop chaud et que c'est un peu trop aride, du coup tu trouves beaucoup moins pour te nourrir quand t'es granivore, parce qu'il y a beaucoup moins de plantes qui poussent, il y a beaucoup moins de rivières vu qu'elles s'assèchent, et donc t'es obligé de migrer vers le nord parce que il te faut de la nourriture, tout simplement. Donc ça, c'est une des grosses hypothèses de l'article. Et l'une des conclusions de l'article, qui est quand même très intéressante aussi, c'est que ça, c'est une espèce qui a réussi à s'adapter pour survivre, donc a réussi à migrer vers le nord, à trouver des environnements qui lui conviennent tout à fait. Et ça, c'est donc un succès d'adaptation pour cette espèce-là, mais par contre, combien d'autres espèces, elles, n'ont pas cette chance et n'ont pas réussir à s'adapter. Parce que, mine de rien, 10 ans, c'est rapide comme changement pour arriver à cet endroit. C'est énorme, c'est incroyable. C'est très très rapide, et du coup, 10 ans pour s'adapter, c'est pas facile. Même pour une espèce qui se reproduit tous les ans comme ça, avec finalement des jeunes qui sont produits tous les ans et qui peuvent se reproduire l'année suivante, c'est quand même très rapide pour l'adaptation. Ça fait 10 générations, certes, mais tout de même, c'est pas beaucoup. Mais j'ai une question, Sophie. Permets-moi de rappeler l'heure de répartition initiale de l'oiseau. Oui, donc le Mexique et le sud des États-Unis, notamment sur la côte ouest, donc le côté de la Californie. Ah oui, d'accord, donc quand même une aire de répartition très haute, parce que de l'état de Washington à l'Oregon au Mexique, il y a une trotte quand même à faire. C'est pour ça que je me surprenais de ne pas voir d'environnement en fait intermédiaire, de progression, on va dire intermédiaire, sur Californie et sur Nouveau-Mexique et Arizona. Mais oui, ok, ça fait bien partie intégrante de l'aire de répartition initiale de l'oiseau. Okay. Oui. Donc Californie, effectivement. Pour les autres, je sais pas trop, mais au moins sur cette côte-là. Après, ils se sont vraiment remontés vers le nord. C'est assez incroyable la vitesse de dispersion. Mais c'est fou, hein. C'est tant mieux, j'ai envie de dire, parce que s'ils ont tendance à diminuer dans l'aire de répartition originelle, autant qu'ils trouvent un endroit qui leur convienne. C'est normal. Ils sont sédentaires de leur aire de répartition ? Pas complètement, parce que normalement ils remontent un petit peu vers le nord pour nidifier. Ils sont un peu plus au nord de leur aire de répartition habituelle pour la nidification, parce qu'ils trouvent un peu plus de ressources plus au nord, visiblement, pendant les mois chauds. Mais par contre, ils redescendent évidemment dans le sud normalement après la reproduction, et puis ils restent au Mexique. Mais là, cette fois-là, ils redescendent pas du côté du Mexique. ils restent sur place. Ils ont trouvé la nourriture nécessaire pour pouvoir survenir à leurs besoins toute l'année dans leur aire de reproduction. Donc, Et il semblerait qu'en plus, ce soit une espèce qui soit pas trop gênée par nos activités humaines, par le bruit, par ce genre de choses, parce qu'ils sont capables de vivre très près des villes aussi. Ça a pas l'air de les déranger tant que ça. Du moins, pas qu'on le voit en tout cas. Si ça se trouve, ça les dérange, mais ça a pas l'air d'impacter tant que ça leur reproduction. Donc c'est une espèce qui s'adapte vraiment bien aux environnements humains, très anthropisés, il semblerait. Donc tant mieux, autant que ça s'adapte. Voilà. Ça rappelle cette étude sur la fauvette à tête noire d'Allemagne qui partait migrer, au lieu de migrer vers le sud en hiver, partait migrer vers le nord
au Royaume-Uni parce qu'elle avait justement à disposition beaucoup plus de nourriture. Mhm. Et elle revenait plutôt sur les sites de nidification. Et donc, du coup, elle se reproduisait beaucoup plus facilement que les individus qui, eux, avaient migré plus au sud. On se retrouve un peu dans cette dynamique-là. Puis, il y avait une autre étude qui était sortie l'année dernière, je crois. C'était en mer Baltique. Je ne sais plus quel oiseau c'était, mais pareil, on avait aussi des aires de répartition qui avaient changé à la suite de conditions qui étaient beaucoup plus favorables pour l'accueil des oiseaux que les conditions, enfin que l'aire de répartition initiale de ce même oiseau. Donc c'est assez intéressant de voir ça. C'est intéressant. Voilà. Et puis cette étude m'en rappelle une autre, mais cette fois-ci on parle pas de migration, on parle de... Alors peut-être que Sophie, je te mettrai à contribution. Tu connais cette étude qui parle de... Alors je sais pas si c'est corneille noire ou corbeau-freux, mais en tout cas de corvidés en Angleterre, qui suivent les autoroutes pour rejoindre le nord de l'Angleterre. J'ai vu ça dans une émission télé une fois, et je n'ai absolument pas retrouvé l'étude en question, même en tapant highway crow, follow highway, j'en sais rien. Mais du coup, les oiseaux ne se dépassent pas en ligne droite, ils suivent les autoroutes pour aller de Londres à Édimbourg, comme si vous preniez l'autoroute pour Paris, Marseille, et que les corbeaux suivaient l'autoroute A6, quoi. Hein. C'est... Ouais, mais alors, il y a plusieurs trucs, normalement, quand les oiseaux migrent, c'est pas qu'ils se déplacent forcément en ligne droite, c'est qu'en fait, ils suivent des points d'intérêt. Des points d'intérêt, oui. Absolument, ouais. Donc, par exemple, des villes, les villes, maintenant, c'est devenu des points de repère pour les oiseaux quand ils migrent, parce qu'il y a de la lumière la nuit, notamment. On en avait parlé, d'ailleurs, de ça à un moment. Mais les autoroutes, il y a un autre phénomène au-dessus des autoroutes, et pour les oiseaux qui peuvent planer un petit peu, les corbeaux peuvent le faire notamment, c'est très intéressant, parce qu'en fait, au-dessus des autoroutes, t'as des thermiques. D'accord. Et ouais, parce qu'avec les autoroutes par les thermiques. T'as toutes les voitures qui passent, donc t'as beaucoup en fait de chaleur qui remonte de l'autoroute, donc ça fait ce qu'on appelle des thermiques, c'est-à-dire c'est des vents chauds qui vont s'élever, et ça permet aux oiseaux, quand ils se mettent à voler dessus, de s'élever sans effort, sans avoir besoin de battre des ailes. Donc pour eux, c'est comme s'ils prenaient le train, en fait. Ils ont même pas besoin de battre des ailes. Donc ils suivent l'autoroute tranquillement, et puis voilà. Certains oiseaux prennent le bateau, d'autres le train. Exactement, ils prennent l'avion pour être plus précise. J'ai pas pensé aux thermiques, effectivement. Je pense que cette recherche avec les thermiques. Ouais, ça doit certainement jouer un gros rôle là-dessus, à mon avis. Parce qu'ils avaient l'air d'être très 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 sûrs d'eux quand même dans cette émission de télé. Ouais, alors, évidemment, toute proportion gardée, mais c'est quand même des gens qui sont très très sérieux derrière l'écriture des questions et derrière les recherches qui sont menées. On n'est pas à l'abri d'une erreur, bien sûr, mais voilà. Non, mais pourquoi pas ? Je fais quand même plutôt confiance effectivement à ces personnes-là qui réalisent des émissions anglaises, voilà. Pas du tout une émission française, si vous vous posez la question. D'accord, non mais pourquoi pas, c'est une bonne idée, hein. C'est juste que voilà, moi à mon avis c'est pas juste qu'ils suivent l'autoroute, c'est qu'ils utilisent les thermiques. Ça m'étonnerait pas, parce que les corvidés c'est quand même très intelligent de base. Donc oui, c'est tout à fait possible. C'est les meilleurs oiseaux, c'est pour ça. Je dirais pas ça, mais ils sont sympas quand même, ils sont sympas. J'ai un petit faible pour d'autres espèces. Sophie, la tier list. J'ai un faible pour d'autres espèces. Hein. Ouais, ce sera pas forcément les premiers dans ma tier list. Faudra qu'on la fasse cette tier list. Je sens qu'on va pas être d'accord. Depuis le temps. Sophie, en tout cas, tier list ou pas, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir écouté cet épisode du Courrier de la Sterne. On vous rappelle que vous pouvez retrouver ces épisodes en podcast audio. Vous pouvez les retrouver également sur YouTube. Si vous avez des questions, vous avez également YouTube. On y répond, on va dire, de manière assez fréquente. Pas tous les jours, hein, mais j'essaie de passer le plus souvent possible pour répondre à vos interrogations. Et comme je l'ai précisé moi de mon côté, mais Sophie aussi le fait, eh bien vous aurez toutes les sources dans la description. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Et on vous mettra aussi un lien pour la vidéo sur le fameux Direwolf Extinct. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix. Salut à tous, salut à toutes. À plus.